la Boétie qui soutient cette initiative, qui est celle de la députée Clémence Guettet, qui a eu l'idée de ce thème et de commencer un travail dont vous allez voir comment nous le concevons à travers la prémisse que je vais essayer d'en donner, puis les conclusions qu'elle établira à la fin de cette rencontre, étant entendu que ce thème était bien un thème dans la société. On ne s'est pas pris melon pour autant, hein. On s'est dit quelque chose a lieu, et nous allons en être l'expression. Évidemment, c'est dans un cadre. Alors, moi, j'ai à dire quelques mots pour commencer. La pensée, le travail actuel de l'Institut La Boétie est orienté dans le sens de la définition de ce que nous appelons la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, nous l'avons d'abord mis en scène dans les élections de 2024 sous une forme provocatrice, volontairement provocatrice, pour susciter la pensée et la réflexion, qui a été de dire, il y a autrefois, c'était un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger, aujourd'hui c'est 1 sur 3. Il y a donc une Nouvelle-France quant à sa composition qui se présente là. Mais ce n'était qu'une manière d'introduire un thème qui est beaucoup plus ample et dont nous avions l'intuition et déjà quelques travaux préparatoires. C'est que si on prend une séquence de temps et qu'on pose la question « quoi de neuf ?», on découvre si on prend une séquence de temps dont on a fixé une des extrémités, 1958, la nouvelle Constitution, et puisqu'on est en direction d'une autre Constitution, celle pour la 6e République, et qu'on prend donc la séquence de temps entre 1958 et aujourd'hui, on découvre, plus on gratte, qu'en effet, c'est un pays totalement nouveau qui est sous nos yeux, bien sûr un pays qui a une histoire, qui a des ondes longues de l'histoire, mais dont toutes les conditions ont été modifiées assez fondamentalement. Donc la Nouvelle-France est un cadre de pensée, nous sommes à la découverte en permanence de cette nouveauté. Pourquoi à la découverte? Parce que plus nous sommes immergés dans les rapports sociaux, moins nous les identifions. Tout simplement parce qu'ils participent de notre existence intellectuelle, subjective et matérielle, quotidienne, permanente et instantanée. Alors, bien sûr, si tout a changé, c'est parce que les bases matérielles de la condition humaine ont changé par des phénomènes de type nouveau, comme par exemple le fait que la majorité de l'humanité est dans notre pays, plus de 80%, vivent en ville plutôt qu'à la campagne, comme ce fut le cas pendant des millénaires, que la totalité d'entre nous dépendent pour produire et reproduire leur existence matérielle des réseaux, que nous sommes à un niveau d'interconnexion individuelle jamais vu aux étapes précédentes de la vie humaine, dont on peut dire qu'une des formes de la matérialité est le fait que sur 8 milliards d'êtres humains, 5 milliards sont connectés entre eux par des réseaux sociaux. J'ai pris là que 3 de ces aspects, mais il va de soi qu'ils ne servent qu'à dire voilà pourquoi vous pouvez observer que des comportements liés aux conditions les plus fondamentales de la condition humaine, conditions initiales les plus fondamentales de la condition humaine, sont profondément bouleversés et n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 1 ou 2 générations. Or, le temps de transmission et d'acceptation et d'intégration de la nouveauté, c'est au minimum une génération. On dit chaque génération est un peuple nouveau, mais au bout de 2 générations, on en est seulement à commencer à interpréter librement les nouvelles conditions. Par exemple, il est certain que c'est à la 2e génération qui a accès libre à la contraception que les relations interpersonnelles, aussi bien sexuelles que amoureuses, sont modifiées. Cet exemple est assez rude pour qu'on en saisisse immédiatement la signification, mais on peut donner d'autres exemples tout aussi fondamentaux. Par exemple, le relationnel, la nature des relations individuelles à l'âge de la polyprésence. Pour ceux qui ont lu un des meilleurs livres de cette époque, le mien, Faites mieux, on évoque le concept de polyprésence qui correspond à quelqu'un qui a son téléphone à la main et qui, tout en participant à une réunion de famille, un repas ou même une discussion entre 2 personnes, consulte régulièrement son téléphone et y répond. On peut parler de polyprésence. C'est considéré par les uns comme très grossier, mais à mesure que le temps passe, comme une activité tout à fait normale, acceptée, et qui n'enlève rien à la spontanéité de la relation interindividuelle. Voilà un exemple qui eût été absolument inconcevable dans la génération de mes parents. C'est pas si éloigné que ça, même si j'étais présent à la bataille d'Alésia, comme tout le monde le sait, compte tenu de mon âge. Mais ce sont des choses très voisines, de nous.
Je prends des exemples moins extrêmes. Il est certain que le concept même de parentalité n'est plus le même dans le cadre des familles recomposées ou dans le cadre de la constitution de familles après PMA ou dons divers. Il est clair qu'on ne parle plus de la même chose, on ne parle plus des mêmes relations, on ne parle plus des mêmes exclusivités que dans le passé. Et de même le sentiment d'appartenance. Il est certain que l'appartenance est modifiée par le fait que, pas tellement par l'immigration extérieure, comme beaucoup le croient assez stupidement, mais par l'immigration intérieure. Plus d'une personne sur deux ne retourne jamais dans le département ou la ville dont il est issu après ses études. C'est une modification absolument fondamentale pour tous ceux qui connaissent l'attachement à un petit coin, à un certain endroit, à un ensemble de relations familiales, physiques. Et ça va beaucoup plus loin quand on est de quelque part. Hein. Ça va de l'endroit où on va au mur quand c'est la période, l'endroit où on va aux grenouilles, j'ai connu ça, brièvement, fort heureusement pour moi, et ainsi de suite. Mais ce sentiment d'appartenance est brisé par la migration qui nous met immédiatement dans la situation de créolisation de nos mœurs, avec les endroits où l'on arrive, de nouveaux appétits, de nouveaux goûts. Ces modifications fondamentales de la condition humaine sont donc reliées à des modifications de son existence matérielle. Alors on dit dans le matérialisme que la véritable richesse des relations humaines est le résultat de la richesse des relations sociales. Il est évident que plus ces relations sociales sont étendues, plus il est probable que la personne va apprendre et être quasiment mise au pied du mur de la nécessité de s'adapter à ces nouvelles, plus étendues relations sociales. Bon, c'est quelque chose qui est, observé facilement dans l'histoire. Les êtres humains ne sont pas attachés à leur biotope, alors ce qui les distingue de toutes sortes d'animaux qui, eux, ne peuvent pas se dissocier de leur biotope. Mais ça nous met un destin commun avec les cafards et les rats, qui peuvent s'adapter à absolument toutes les situations, comme chacun le sait, mais doivent s'y adapter. Ça ne leur est pas donné. Je prends cet exemple un peu caricatural pour mettre un peu de sourire dans quelque chose qui l'est beaucoup moins, parce qu'un peu austère. Mais les relations dans lesquelles nous nous inscrivons sont d'abord et avant tout des connexions de masse, dont la nouveauté peut nous échapper. Parce que beaucoup, en tout cas dans cette salle, d'après ce que je vois, il n'y en a pas un d'entre vous qui a une idée de ce qu'est la vie au village sur la surveillance de la bonne du curé, ou des choses de cette nature qui ont fait la joie des situations bucoliques qui sont regrettées par certains du passé. En réalité, plus la société est petite et plus elle surveille. Et plus elle surveille, et moins on est libre. Et moins on est libre, moins on crée. Plus on s'adapte, on se conforme, on s'identifie à des pratiques qui nous préexistent, parce que parmi les êtres humains, une des valeurs de tout ce que nous utilisons, il y a bien sûr la valeur d'usage, il y a bien sûr la valeur d'échange, bien connue des matérialistes, mais il y a aussi la valeur d'inclusion. Et nous sommes friands de valeurs inclusives. Nous nous habillons de la manière qui permet de s'inclure, nous parlons, nous agissons, nous remuons nos mains, nous faisons des mimiques qui nous permettent de nous inclure dans le milieu dans lequel on est, et à chaque génération ça change. C'est pourquoi souvent on parle des has-beens, de ceux qui ne sont pas à la page, et ainsi de suite, tout simplement parce que chaque génération, peuple nouveau, crée ses usages, ses blagues, ses mimiques, ses gestes, et de cette manière-là, ce n'est pas... Je dis tout ça pour situer le cadre dans lequel quelque chose de soudain arrive. Alors, la soudaineté, c'est que le capitalisme est plus que jamais celui de notre époque, avec son système de marchandisation générale, est une machine à individualiser. Et il s'en vante. Dans le passé, ce sont les gens de gauche, parce qu'ils étaient insoumis, qui disaient à chaque personne « Mais non, tu n'es pas qu'un paysan, mais non, tu n'es pas qu'une paysanne, mais non, tu n'es pas qu'un ouvrier, tu es un être humain, tu as des talents, etc. » C'est-à-dire que c'est nous qui valorisions la singularité, l'individualisation, l'affirmation de soi. Dorénavant, c'est le capitalisme qui le fait, et qui dit « Mais écoutez, moi je te comprends mieux que personne, parce que au moment où tu dois choisir ton yaourt, je vais te proposer le yaourt à la banane mûre, à la banane pas mûre, au cassis, à la vanille, etc. et te présenter une multitude d'options qui te permettent de faire librement ton choix et de t'affirmer tel que tu es. » Là, je prends un exemple folklorique, mais dans la réalité des rapports sociaux, ça a été une machine à exploser toutes les communautés humaines et à les singulariser.
singularisé, nous sommes une masse d'ayants droit multiples, dont chacun d'entre nous, et lui seul, connaît le secret, par nos mots de passe de nos différents réseaux auxquels il faut hélas souscrire, par nos numéros de sécurité sociale, d'identité nationale, que sais-je encore, codes de tout genre, qui n'appartiennent qu'à nous singulièrement. Là encore, c'est la surface des choses. Plus en profondeur, c'est évidemment quand on voit dans les relations, toutes les relations qui étaient des relations identitaires. Je suis maçon ou je suis plâtrier. Tout cela est atomisé. Vous pouvez être sur un même chantier, des fois en train de faire les mêmes choses, mais vous appartenez à 4 ou 5 sociétés sous-traitantes différentes, donc pas 2 personnes dans la même condition sociale, alors que dans les métiers du passé, ou les conditions d'organisation des métiers du passé, eh bien, par catégorie, on avait les mêmes comportements, les mêmes outils, les mêmes règles et les mêmes dépendances. Tout ça a volé en éclats, et ce qui est vrai des relations sociales est vrai des relations intimes, et ainsi de suite. Pour autant, jamais les individus, ainsi renforcés, ainsi confortés, ainsi bizarrement attelés, car vous ne connaissez pas votre voisin de palier dans un immeuble, mais vous connaissez parfaitement tel ami sur Facebook dont vous n'avez jamais rencontré, mais qui vous inflige ses repas d'anniversaire, la communion de ses enfants et la naissance de chacun de ses petits-enfants. Donc on est pris dans ces réseaux d'individualisation et de mise à distance des relations qu'autrefois on considérait comme les seules relations réelles. Et c'est là qu'on commence à approcher de la zone où l'amitié va commencer, mais attendez, je n'y suis pas encore. Car l'individu est naturellement obligé de se constituer en personne. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a plusieurs individus dans une même personne. Peut-être que vous êtes un ayant droit ou un ayant rapport avec, dans des directions complètement différentes de l'univers, mais en attendant, vous êtes vous-même, et si vous oubliez que vous êtes vous-même, vos besoins singuliers vous le rappellent régulièrement. Et comme nous ne sommes pas qu'une addition de besoins, mais l'addition des moyens de les satisfaire, qui a une signification aussi bien culturelle que tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que nous ne pouvons satisfaire nos besoins élémentaires que dans le cadre de rites et de pratiques humaines qui sont déterminés par le moment de la civilisation, de l'époque dans laquelle on vit. Donc le processus de personnalisation des individus est un processus spontané et permanent. Je dois être moi-même, je dois me construire moi-même, je dois m'auto-définir, je dois m'unifier en quelque sorte. Et c'est cette entreprise d'unification qui souvent se heurte dans l'existence quotidienne aux multiples assignations dans lesquelles nous sommes plongés. Si l'amitié, à partir de là, retient notre attention, c'est parce que à l'intérieur d'un univers où tout aura été donné et suggéré par des relations obligées, l'amitié est une relation spontanée choisie. Et choisie gratuitement. Gratuitement signifie en échange de rien qui soit marchand. Je le prends au sens littéral du terme. Les situations où nous échangeons contre rien sont extrêmement rares. Ce sont des situations d'amour le plus souvent, et l'autre catégorie, encore que dans l'amour il y a entre une réciprocité singulière, faite de toutes sortes de compartiments, et dans l'amitié, la relation est sans objet, sans finalité et sans modèle. Dès lors, on peut la qualifier de reste d'un temps où ça n'a pas été si très bon que ça. Moi, je n'ai aucune nostalgie du passé. Souvent, les gens disent c'était mieux avant. Moi, avant que j'y étais, je peux vous dire que c'était pas mieux. Et à mains égards, c'était pire. Donc, mais dans le cadre de l'amitié, nous sommes là. Alors, vous connaissez des dissertations sur l'amitié, vous en trouverez des centaines, qui souvent sont des prétextes dans le passé. On appelait amitié des relations qui, des fois, étaient beaucoup plus intimes que simplement l'amitié, mais qui permettaient de se protéger de la vindicte et des vengeances que la société ou la religion exerçait contre les individus qui avaient des orientations ou des choix qui ne convenaient pas. Mais pour autant, on en a mis une trace de cette amitié telle que je viens de la décrire, sans objet, au point qu'on ne sait même pas la décrire. Vous noterez que la plupart du temps, les situations satisfaisantes, nous n'arrivons pas à les décrire. Essayez de décrire un plaisir, c'est extrêmement difficile. Essayez de décrire une douleur, vous y arriverez facilement. Ça vous scie, ça vous pince, ça vous pique, ça vous brûle, ça vous griffe. Et un plaisir, on trouve beaucoup plus difficilement les mots, il en reste 2 ou 3 et encore. Eh bien, le summum, on va dire d'une certaine manière, et qui peut mieux le faire que le co-président de l'Institut de la Boétie, c'est Montaigne et la Boétie. Comme Montaigne ne sait pas quoi dire, il dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et le reste est une dissertation
où il décrit un mode de relation qui est à la limite de ce qu'on dit d'habitude de l'amour. Mais bon, franchement, la formule est résumée, c'est-à-dire il n'en sait rien, pourquoi il était ami avec la Boétie. Et nous savons tous que de l'intuition qu'on en a, les situations d'amitié sont soit spontanées, c'est-à-dire on ne sait absolument pas pourquoi. C'est amitié coup de foudre. On dit que ça existe aussi dans l'amour, bien heureux ceux qui ont rencontré ça, mais dans l'amitié, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, d'entrée de jeu, c'est formidable. Ça fonctionne, la relation est simple, et d'autres, c'est plus difficile, on ne sait pas non plus pourquoi. Et puis il y a l'amitié qui résulte des parcours communs. On a fait des choses ensemble, c'est à peine si on se voyait, et puis après, on découvre qu'on se ment si on est séparés. Et pour autant, pas seulement pour faire de la pâtisserie, ou pour faire de la peinture, ou pour transvaluter les déménagements des copains, dans lesquels on a fini par se retrouver à plusieurs reprises, mais quelque chose est né. Alors moi, je ne prétends pas les décrire, ni participer au concours des rédactions sur le sujet. Je me contente de dire, l'amitié rentre d'une manière un peu pure dans quelque chose de parfaitement contemporain, qui est le lien choisi. Les liens dans les sociétés du passé, toutes les sociétés traditionnelles, toutes les sociétés se référant à la tradition, sont des liens immobiles, permanents, et le futur est toujours un passé recommencé. Les liens choisis à notre époque sont des liens que l'on décide d'avoir de telle ou telle nature, dont on décrit souvent soi-même les contours, sans en avoir jamais eu aucun modèle auparavant. Et on n'est pas dérangé de ne pas avoir de modèle. Quoique ce ne soit pas facile de vivre sans une certaine conformité aux habitudes et aux routines de notre époque, parce que la singularité rencontre toujours sa propre limite dans le regard des autres. Les autres sont prêts à accepter une certaine dose de singularité, mais pas au-delà. Au-delà, vous passez pour un fou ou une folle, ou pour quelqu'un qui est dérangé, excentrique, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, qui s'est éloigné du centre de ce qui est supporté. Donc, en tant que lien choisi, l'amitié fait partie de ce que l'on rattache le plus intimement à l'humanisme.